Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un Monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. L'État islamique enferme dans une cage un pilote jordanien qu'il retenait otage et le brûle vivant. Le monde choqué face à ce nouvel acte barbare, la Jordanie intensifie ses frappes. Al-Qaïda au Yémen a annoncé la mort de l'un de ses chefs dans une attaque de drone américain le 31 janvier dans le sud du pays. Le procès de l'affaire dite du Carlton de Lille s'est ouvert devant le tribunal correctionnel. Pendant 3 semaines, les prévenus, dont DSK, doivent répondre de proxénétisme aggravé, délit passible de 10 ans de prison. 13 militaires tchadiens ont été tués durant une contre-attaque du groupe islamiste Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol, à la frontière avec le Nigeria. 80 civils ont également péri, ainsi que 6 soldats camerounais. Un avion de la compagnie Transasia s'est abîmé dans une rivière à Taïwan avec 53 passagers et 5 membres d'équipage. 16 personnes seulement ont survécu. Bonjour Ali Barnavi. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Je disais donc ancien ambassadeur d'Israël en France et historien. Pendant les titres, j'annonçais la mort de ce pilote jordanien. Un nouveau cap a été franchi dans l'horaire, clairement, vu la manière dont il a été tué. Qu'est-ce que peut faire la communauté internationale et la coalition internationale pour empêcher ce genre d'actes? Pour empêcher ce genre d'actes, rien. C'est la manière d'agir de ce groupuscule barbare. On pensait avoir touché le front avec Al-Qaïda, mais visiblement ce n'est pas le cas. Eux, comme vous l'avez bien dit, ils franchissent une nouvelle étape dans une espèce d'horreur absolue. Contre ça, il n'y a rien à faire. Il faut les combattre. C'est ce que la communauté internationale fait. Est-ce qu'ils font tout ce qu'il faudrait faire? Cela, on peut discuter. Mais il n'y a rien à faire pour les empêcher. Une fois qu'ils sont en situation, ils agissent. Et donc, ils agissent de la manière qu'on a vu. Le drame avec ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de véritable dissuasion, puisque de quoi pouvez-vous menacer un homme? Au pire, c'est de lui ôter la vie. Or, il semble se moquer de perdre la vie. Et donc, c'est très compliqué. Le combat contre eux est très compliqué. Alors, est-ce que ça ne montre pas finalement qu'il n'y a aucune négociation possible avec un tel groupe? Non, évidemment, il n'y a pas. D'ailleurs, ils ne demandent rien. L'une des choses, une rançon, la libération d'une Irakienne. Une fois qu'ils ont demandé la rançon, qu'ils l'ont eue, c'est pas dit qu'ils ne le feront pas quand même. Il n'y a aucune règle. C'est d'ailleurs ce qui étonne tellement l'Occident. Nous n'avons pas d'outils pour approcher ces gens-là. La négociation ne veut rien dire, même si vous y résolvez pour sauver vos ressortissants. Ce n'est pas dit que ce que vous avez obtenu sera effectivement rendu. On l'a bien vu avec les otages japonais. Donc la négociation est impossible. Ce qui reste, c'est la violence, c'est la guerre. Et la guerre, dans les conditions où on l'a fait, c'est très compliqué, puisque c'est un groupe terroriste, vous êtes en pleine guerre asymétrique. Et donc, ou bien vous faites ce que les Américains font, les Jordaniens maintenant de plus en plus, et puis les troupes sur le terrain, qui sont des troupes des pays en guerre, ou bien la coalition internationale se résout à mettre, comme disent les Américains, des bottes sur le terrain, et alors la guerre prend une toute autre... Alors parlons de la Jordanie, puisque vous faisiez mention justement de ce pays. Est-ce que cet épisode va marquer un tournant dans l'implication du royaume jordanien dans la coalition internationale? Une accélération, sinon un tournant. La Jordanie y était déjà, et donc ils sont en train d'intensifier leur aide. La Jordanie n'a pas le choix. Elle fait partie de la coalition depuis le début. Elle est dans le viseur de ces groupes terroristes, notamment de l'État islamique, puisque c'est un maillon faible. Vous savez que la Jordanie est un pays faible, est un pays tenu ensemble par la monarchie hachémite, mais qui est fait de pièces et de morceaux, avec une composante islamiste puissante. D'ailleurs, maintenant, le roi joue Al-Qaïda contre l'État islamique, ce qui est un jeu évidemment dangereux, mais sa marge de manœuvre est extrêmement étroite. Heureusement pour eux, à un sens pour nous aussi, ils ont une armée et une armée de l'air très, très performante. C'est le pays arabe qui a l'armée la plus performante. Et là, je crois que décidés comme ils le sont maintenant, ils peuvent faire très mal, ils peuvent infliger des dommages sérieux à l'État islamique.
Merci beaucoup Elie Barnevet, restez avec nous, on va parler à présent de la France. La situation est toujours très tendue en France après les attentats du mois de janvier et l'attaque il y a quelques jours contre des soldats à Nice. Dans ce marasme, une lueur d'espoir a eu lieu à l'Institut du monde arabe à Paris. Avec nous pour en parler, le président de l'Institut du monde arabe. Bonjour Jacques Lang. Bonjour monsieur. Vous avez accueilli une cérémonie de remise d'une médaille à un rabbin, un imam et un prêtre cette semaine. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de montrer à travers cet acte symbolique et concret que les religions doivent et peuvent coexister. Il s'agissait en particulier d'un événement lié à une exposition dédiée au Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc est un pays qui, par sa constitution et par sa pratique, a entremêlé les traditions, les cultures, les religions. Monsieur Lang, quand on voit aujourd'hui les Juifs de France partir vers Israël par milliers, vous ne pensez pas que la République a échoué ? Je ne peux pas accepter une telle remarque. La République a échoué. La République française est une République qui s'est construite génération après génération. Et les Juifs de France en sont des artisans importants. À la suite de violences abominables comme celles qui se sont produites, la peur ait pu s'emparer des uns ou des autres, c'est compréhensible. Mais toutes les mesures ont été prises par le président de la République, par le gouvernement, pour protéger l'exercice des religions, pour s'opposer avec vigueur, y compris par l'application sévère de la loi, à tout acte de racisme. Non, je ne considère pas que la République a échoué, je considère qu'il y a eu des violences terroristes qui se sont abattues sur la France, comme malheureusement elles ont importuné ou touché violemment d'autres pays. Mais aujourd'hui encore, le président de la République s'est exprimé avec force et clarté pour montrer que nous ne céderions pas au moindre compromis avec les principes qui sont les nôtres, les principes de laïcité, les principes de liberté d'expression, les principes de respect des uns et des autres. Mais malgré tout, quand on voit les frères qui ont commis l'attentat de Charlie Hebdo, qui sont des enfants de la République au sens propre du terme, puisqu'ils ont grandi auprès de la DAS, la République a tout de même échoué à certains endroits. Écoutez, on ne peut pas parler en termes aussi généraux. Quand vous dites « la République a échoué », ça veut dire que partout à travers la France c'est un échec? Non. Car, par bonheur, il y a de très nombreuses réussites de jeunes de diverses origines qui, dans beaucoup de domaines, l'entreprise, la culture, l'éducation, ont réussi à avancer, à progresser et se considèrent avec fierté comme membres de la communauté nationale et qui, avec fierté, s'affichent français, quelle que soit leur origine, juifs, musulmans, croyants, incroyants ou catholiques. Mais s'il y a en effet ici et là certaines fractures, ce n'est pas une raison pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de la République. Tout à l'heure, vous avez parlé des mesures sécuritaires prises par le gouvernement pour faire face aux menaces terroristes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner la guerre des idées, au moins au sein de la société française? Puisque vous parlez avec tellement d'agressivité, j'ai envie de vous dire, on ne fait rien. Mais non, on ne fait pas rien. On agit tous les jours, par l'école, par la voix la plus élevée du pays, le président de la République, le Premier ministre, par le comportement des élus, l'attitude des mairies, des municipalités. Se croise-t-on les bras? Non, on agit. Et simplement, personne n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri d'actes de violence de ce type. Et nous ne nous résignons pas, nous ne les acceptons pas. Et quand même, quand vous parlez de la République, quand des millions de gens se sont dressés en France pour condamner ces actes terroristes, quand un Premier ministre comme Manuel Valls a rappelé ce qu'ont été les apports des Juifs de France, je ne comprends pas que vous puissiez formuler une appréciation aussi globale, générale et caricaturale sur la République française. Oui, mais ma question concerne plutôt l'éducation au sein de la société française pour éviter de perdre la guerre des idées et l'idéal au sein des jeunes dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi, on fait. On fait beaucoup de choses. Les professeurs eux-mêmes sont à l'avant-garde et par l'instruction civique, par leur relation avec les élèves. Alors il y a quelques cas
anormaux, inacceptables. Mais ne confondons pas les quelques cas où il y a eu des difficultés avec la généralité des écoles ou des comportements français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Lang. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous. Elie Barnavé. Vous avez réussi à énerver Jack Lang. Avec de simples questions sur la République française. Oui, non, mais il faut comprendre qu'ils sont sur des charbons ardents. Ce qui est arrivé en France, ce n'est pas banal. Il y a tous les jours, pratiquement, on découvre de nouvelles cellules, on arrête des Français. Il a raison de dire que ce n'est pas un phénomène spécifiquement français, ça arrive en Grande-Bretagne, ça arrive en Allemagne, ça arrive partout en Occident. C'est un problème qui est extrêmement difficile à traiter. Alors on s'occupe de la France pour des raisons évidentes, mais aussi parce que la République, la conception qu'ont les Français de la démocratie, qu'ils appellent la République, nous rend peut-être plus exigeants. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la citoyenneté. Un idéal, un modèle. Voilà, il y a une idée de la citoyenneté qui... et là, vous aviez raison de poser la question. Si ce n'est pas l'échec de la République, ce qui est effectivement beaucoup dire, il y a sans doute l'effondrement, l'échec d'un certain modèle d'intégration qui ne fonctionne plus. Alors, il n'y a pas que les assassins de janvier. Et nous savons qu'il y a d'énormes problèmes dans des collèges qui sont pratiquement peuplés à 100% de fils d'immigrés, que la mixité sociale et scolaire fait défaut, qu'il y a beaucoup de monde qui n'accepte pas non seulement les slogans républicains, mais le simple vécu ensemble républicain. Il y a d'énormes problèmes. Alors, évidemment, Jack Lang, il fait ce qu'il peut, il est dans son rôle. Mais vous l'étiez aussi, sans doute. Vous avez des questions quelque peu déplaisantes. Merci beaucoup. Elie Barnavé, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous en prie. Et on va finir avec un peu de science. À la fin du mois de janvier, l'Agence spatiale israélienne a organisé à Tel Aviv sa semaine annuelle de l'espace. Pour en parler, j'accueille l'astronaute Nicole Scott. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, il y a peu de temps, il y a eu une fuite dans la navette spatiale internationale. Expliquez-nous les risques que comporte la vie à bord de la navette. Je pense que nous sommes très conscients de l'environnement dans lequel nous vivons là-haut et nous sommes très bien informés. Nous passons la plupart de notre temps à nous entraîner sur Terre pour pouvoir faire face justement à des problèmes éventuels qui pourraient survenir à bord de la station. Les 3 cas d'urgence principaux possibles sont un incendie ou bien un débris qui nous heurterait et perturberait l'air dans la station et une atmosphère toxique. L'incident que vous évoquez et qui a eu lieu il y a 2 semaines était heureusement une fausse alarme d'atmosphère toxique et nous travaillons en ce moment pour résoudre ce problème. Mais dans ce cas-là, l'équipage a fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Ils se sont tous déplacés vers la section russe de la station qui est considérée comme plus sûre et de là-bas, ils ont travaillé avec l'équipe au sol pour résoudre le problème et retourner à un fonctionnement normal de la station. En fait, l'idée de ce programme est de reconstituer une vie normale dans l'espace ? Oui, je pense. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. Au cours des 14 dernières années, nous encerclons la Terre, 400 km, au-dessus de la planète, dans notre laboratoire de la station spatiale. Nous travaillons dans le cadre d'un partenariat international. On étudie la science, les moyens de vivre et travailler dans l'espace, les systèmes nécessaires pour voyager encore plus loin de la Terre. Donc oui, je pense que vous avez raison. Le but final, c'est en effet d'arriver à nous permettre de vivre pas seulement sur Terre, mais aussi ailleurs. Vous savez, on parle de plus en plus de voyages vers l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose qui pourrait être réellement abordable ? Je l'espère beaucoup. Vous savez, j'ai parlé devant un public ici aujourd'hui qui serait ravi de pouvoir voyager hors de notre planète simplement pour pouvoir l'observer de loin. Et bien sûr, il y a des gens ici qui aimeraient travailler et faire de la recherche dans l'espace pour rendre la vie sur Terre meilleure. Nous essayons de faire en sorte que cela soit plus accessible à plus de monde à l'avenir. Et j'espère que ce sera dans un avenir proche. Mais tout le monde travaille pour atteindre ce but.
Bon, pour terminer, vous vous en doutez, on peut à peine imaginer ce que ça représente d'être dans l'espace. Quelle a été votre sensation la plus forte? Ah, vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que c'est vraiment un ensemble de choses. Cette vue de notre planète depuis là-haut, le fait de flotter dans l'air, de voler et de prendre ça comme quelque chose de tout à fait naturel. Et puis, bien sûr, l'expérience partagée avec l'expérience partagée avec vos partenaires là-haut, le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça, ce sont vraiment des choses importantes. Nous avons construit cette station ensemble et nous continuons à travailler ensemble pour apprendre de nouvelles choses. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.